Bonjour à tous et bienvenue dans une page d'histoire. Alors, le titre d'aujourd'hui, ça pourrait vous paraître étrange par rapport au commencement de l'émission, c'est-à-dire les motifs très connus dans le monde entier pour le film de 1957, Les ponts sur la rivière Kwai. Mais nous verrons et nous comprendrons la raison pour laquelle. J'ai choisi le mot diaspora et je voudrais commencer en disant que soit le mot diaspora, soit le mot holocauste, soit le mot exode a été séquestré, disons, entre guillemets, pendant 80 ans, disons, après la Deuxième Guerre mondiale, par nos amis les israélo-sionistes. Mais, justement, moi, je voudrais, à travers l'histoire des diasporas, des différentes, des dizaines des diasporas qui ont caractérisé le développement de toute notre civilisation terrestre, excusez-moi, si vous voulez, et montrer que les termes contient d'un côté une valeur, ça pourrait être négatif, et de l'autre côté, une valeur positive. Moi, je dirais que c'est plutôt neutre, mais on va voir les différents aspects. Alors, et avant de continuer, j'ai voulu vous citer, par exemple, des chiffres qui ne sont presque jamais euh, imprimés dans les livres d'histoire du monde entier, parce que, juste un exemple, et vous réfléchissez à ça. Entre 1875 et 1915, c'est-à-dire les premières années de la Première Guerre mondiale. Donc, ça fait 25 plus 15, ça fait 40 ans. En 40 ans, dans cette période, pour ce qui concerne l'Italie, qui avait une population, selon les statistiques, stable autour de 33 millions d'habitants, donc toujours entre cette date, 33 millions d'habitants, ont quitté l'Italie, écoutez bien, 14 millions d'Italiens. Bon, si vous n'appelez pas une diaspora, une exode, je dirais même biblique, plus que biblique, parce que sur 33 millions, 14 millions en 40 ans ont quitté l'Italie. La population est restée stable pour la raison que, à l'époque, les familles paysannes, surtout, avait normalement entre, je ne sais pas, 8, 12 enfants. Donc, ça veut dire que la population italienne a pu rester stable. Donc, si vous vous rendez compte, réfléchissez à ça. C'est très important parce que, comme je répète, et je ne me lasserai pas de le répéter, le but principal du gouvernement de l'ombre et
de la cabale satanique, c'est celui de détruire l'Italie comme centre de la civilisation chrétienne catholique mondiale. Cette chiffre de 14 millions, que ça nous donne à réfléchir. Et maintenant, on va rentrer aussi dans un autre domaine que c'est celui de la ultime diaspora. Parce que les diasporas ont pu se réaliser tant qu'il y avait des espaces à occuper. On pouvait les occuper, les espaces, avec la guerre, la violence, l'invasion. Je ne sais pas, par exemple, la diaspora hellénistique, si vous voulez, de la Grèce, qui, à travers Alexandre, va occuper tout l'Empire persan jusqu'à à l'Inde. Ça, c'est une grande diaspora. Ou plus tard, la diaspora équivalente, on en parlera, de l'Empire romain, qui, une fois avoir établi les principes sacrés, si on veut, entre guillemets, de son essence profonde, et elle a, comment dire, façonné le monde entier de ses conquêtes, qui c'était des conquêtes juridiques, culturelles, spirituelles, morales, religieuses. Sachez qu'aujourd'hui, dans le monde entier, nous, on travaillons sur le principe de la propriété privée inviolable qui a été établi sous la... Excusez-moi, il y a un petit problème technique. Non, pas un petit problème. Il y a des interférences, si vous voulez. Voilà, donc on va continuer. Donc, nous encore, travaillons sous le régime de la propriété privée qui a été établi par l'Empire romain, absolu. Dans le monde entier, et quand on fait des transactions, quand on achète des terrains, des maisons, des entreprises, n'importe quoi, tout ça est réglé par la jurisprudence inventée par Rome. Et ça a été une diaspora juridique, si vous voulez. Vous savez que peut-être dans l'unique pays où encore cette loi ne sont pas appliquées, disons, à fond, du fait sont appliquées, mais ne sont pas acceptées. Vous savez, par exemple, en Angleterre, la propriété de la terre est encore de la couronne, laquelle loue à ses sujets la terre. Ou dans des pays comme la Chine, qui est un pays communiste, et donc où la propriété privée individuelle n'est pas acceptée, et c'est la raison pour laquelle beaucoup de Chinois prennent leurs valises et, tout en respectant leur pays communiste et révolutionnaire, ils viennent investir l'argent dans les pays occidentaux qui sont réglés par la jurisprudence romaine. Parenthèse, je ferme. Vous savez que moi, j'ouvre beaucoup de parenthèses. Et je vous remercie tous pour la patience que vous avez et l'attention que vous avez. Et aussi, je vous remercie pour les témoignages des, comment dire, pas solidarité, mais pour le fait que vous montrez, que vous appréciez ma façon de décortiquer l'histoire, peut-être d'une manière insolite ou provocatrice parfois, mais nous sommes dans un monde où quotidiennement nous assistons à des provocations et des insolences d'un niveau incroyable de la part de ceux qui devraient être l'exemple de la bonne conduite. Donc, pardonnez-moi et si vous voulez, suivez-moi encore. Alors, je reviens à notre diaspora et j'invite Eric, si tu peux envoyer la deuxième vidéo. Ayez toujours dans les oreilles les motifs du pont sur la rivière Quay, parce que ce motif a été écrit au début des années 1914, de la Première Guerre mondiale. C'était une chanson anglaise des soldats qui chantaient, et chantaient un peu avec nostalgie, avec regret, leur terre natale. Là, ça c'était l'Écosse, la verte Écosse, les cottages, la famille et tout ça. Et le motif
sur la rivière, sur le pont de Quai, raconte un peu ça. Vous savez que l'Angleterre n'a jamais eu bon, on va écouter, on va regarder la deuxième vidéo et on va réfléchir sur ça. Écoutez bien la musique qu'il y aura dans la deuxième vidéo. Voilà. Ça, c'est la visite des Poutines à Pékin. Il y a une semaine, à peu près. Non, non, c'est pas. Excusez-moi. 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 Il y a un petit problème technique que nous allons résoudre le plus tôt possible. Je parle un instant avec la régie. Je suis obligé. On peut interrompre la vidéo. Eric, s'il te plaît, tu peux interrompre la vidéo, comme ça j'explique la raison pour laquelle j'ai voulu associer la visite de M. Vladimir Poutine, né en 1952, 73 ans, et à Xi Jinping, 1953, 62 ans. Je sais pas, là, les films Le Pont sur la rivière Quai est du 1957. Alors là, vous avez un exemple macroscopique de qu'est-ce que ça veut dire la prépondérance de l'impérialisme, entre guillemets, hein, culturel. Dans ces cas-là, on veut peut-être anglo-américain, parce que le film est anglo-américain, Le Pont sur la rivière Quay. Mais c'est en réalité, l'Angleterre, c'est la représentante dans le monde entier et de l'Europe, n'est-ce pas? Et donc, c'est de l'impérialisme européen dans le monde entier. Et je vais vous lire à propos de ça, suivez-moi comme d'habitude avec beaucoup d'attention, ce qui dit Marx à propos des pays orientaux et d'autres choses aussi. Dans le manifeste du Parti communiste, dit
La bourgeoisie, c'est celle, la classe politique qui triomphe actuellement, hein. Aujourd'hui, il y a cette triomphe de la bourgeoisie qui a effectué son diaspora en conquérant le monde entier et en le façonnant à sa manière. La diaspora peut, comme je vous ai dit, se produire quand une civilisation n'a plus d'espace pour se développer selon ses racines profondes. Et donc, elle peut exploser ou elle peut émigrer pacifiquement avec un programme bien précis. Mais la bourgeoisie de la fin du 1700, de 1800, industrielle européenne, qui avait inventé les modes de production des masses avec l'énergie à vapeur et qui exportait sa façon de vivre, sa façon de concevoir la famille, les rapports humains, la société, la production, le commerce, a exporté pendant 200 ans dans le monde entier et ces choses-là sont arrivées évidemment dans tous les pays, même sous le masque du soi-disant ceux qui régnaient cette mentalité bourgeoise où la propriété privée inventée par les Romains a été érigée à temple sacré. Donc, Marx dit ça, attention, la bourgeoisie a soumis la campagne à la ville. À l'Europe, c'était le territoire le plus urbanisé au monde, hein. Donc, quand ils sont immigrés dans les autres pays étaient beaucoup plus agricoles, ça pouvait être la Russie asiatique, ça pouvait être la Chine, justement, les pays orientaux, n'en parlons pas après l'Amérique latine, etc. Donc, la bourgeoisie a soumis la campagne à la ville, dit Marx. Elle a bâti d'énormes cités. Elle a prodigieusement augmenté la population des villes aux dépenses de celles des campagnes. Et par là, elle a préservé une grande partie de la population de l'idiotisme de la vie des champs. Pas une bonne impression pour la campagne des Marx. De même, la bourgeoisie, qu'elle a subordonné la campagne à la ville, a subordonné les nations barbares et demi-civilisées aux nations civilisées. De même, la bourgeoisie européenne a subordonné les pays agricoles aux pays industriels. Elle a subordonné l'Orient à l'Occident. Et c'est la raison pour laquelle j'ai voulu vous montrer qu'encore en 2026, 20 mai, Xi Jinping et son groupe gouvernemental est évidemment soumis psychologiquement, culturellement, mais économiquement aussi, naturellement, au système occidental des vies, des transactions économiques, et vous verrez, des systèmes sociaux, des valeurs comme la famille ou autre chose comme ça. Et Marx, quand il parle de l'idiotisme des campagnes, faites attention parce que lui, il écrit ça en 1848, il avait passé une partie de sa jeunesse en Allemagne, en Prusse. Alors, la campagne de la Prusse, évidemment, n'était pas peuplée des agriculteurs comme ça pouvait être, ou des paysans comme ça pouvait être la Méditerranée. La Méditerranée est riche d'un patrimoine séculaire, de la civilisation phocéenne, après grecque, après romaine. Donc, les paysans, par exemple, qui Pagnol, dans ses œuvres, par exemple, le château de ma mère, il décrit des paysans de la Provence. Vous avez vraiment l'idée que les paysans méditerranéens n'ont rien de l'idiotisme des paysans de la Thuringe, de la Prussie dont Marx parle. Et parce qu'ils avaient un savoir-faire que dans les villes de l'époque, de la même époque de Pagnol, il y avait plus d'idiotisme dans les villes et dans les campagnes. Une chose, c'est le pouvoir économique de la ville. Une chose, c'est le savoir-faire du paysan qui devait être capable de réunir en lui-même tous les métiers.
On sort le bâtiment pour se faire sa maison, l'élevage, l'agriculture, la connaissance des temps, des saisons, une moisson des savoirs que les paysans méditerranéens ont toujours eu. Mais Marx, quand il écrit ça, il avait dans la tête les paysans de l'Allemagne, qui n'avaient pas été, l'Allemagne n'avait pas été latinisée. Je vous en parlerai la prochaine fois de l'importance du fait d'avoir été latinisé, c'est-à-dire d'avoir appris à parler ou à comprendre les latins, chose qui a été faite dans l'Église, par l'Église dans les premières années, les premiers siècles de notre nouvelle ère, c'est-à-dire 200, 300 après Jésus-Christ, l'Église était vraiment impliquée à enseigner le latin. Et la langue, c'était quelque chose de fondamental et non secondaire. Et quand Marx parle aussi de la subordination de l'Orient à l'Occident, alors moi je veux tranquilliser tout le monde qui craint une guerre, comment on dirait, troisième guerre mondiale, parce qu'il y a des incompréhensions entre, ou une différence des forces entre, par exemple, la Chine communiste et l'Occident, ou la Russie, pays aussi considéré ennemi parce que pays de l'Est, vous avez vu. Malheureusement, la vidéo n'a pas marché comme elle devait marcher parce qu'on aurait vu Xi Jinping et Poutine marcher au rythme du sifflement, du son de la chanson le pont sur la rivière Kwai. Je ne sais pas si vous vous rendez compte que pour une rencontre internationale de ce genre, les responsables culturels, ou si vous voulez, de la réception de Poutine ont choisi un film et une musique culte qui représente le summum, c'était 1957, de la puissance anglo-américaine. Mais je le répète, pour ceux qui ont encore des doutes et qui suivent encore une ancienne lecture de la réalité historique, ça n'existe pas. Il n'existe pas de différence à l'intérieur du système économique mondial. La preuve, c'est ce système cette transmission de la musique culturellement et du fait que les accords politiques, quelques semaines avant, ou quelques jours avant, c'était Trump qui était passé, d'autres personnages. D'ailleurs, l'État profond, le ministère de la propagande n'a pas comment dire, la prudence de distancier un peu les visiteurs, c'est-à-dire des grands qui se rencontrent, les grands de façon de dire, parce que comme je vous ai dit, c'est des grands des façades, mais dans la réalité, ils se rencontrent dans la même place, peut-être avec pas la même musique. Je n'ai pas su, je n'ai pas voulu, je n'ai pas eu le temps de voir quelle était la musique de la réception pour Trump. Mais pour Poutine, qui, rappelez-vous, les Chinois considèrent la Russie déjà l'Occident. Les Russes ont toujours été les médiateurs entre la culture de l'Europe classique, c'est-à-dire l'Europe qui s'arrête au ce qui était à l'époque, avant la chute du mur de Berlin, qui était l'Europe ancienne classique, hein, Italie, France, Autriche, Espagne, c'est-à-dire l'Europe de l'Empire romain. Les pays de l'Est ont été rajoutés après la chute du mur de Berlin, mais quand même, puisque la Russie était un pays christianisé, n'oublions pas. Hein, les grands évangélisateurs de la Russie à la fin du 800, pas 800, 800, qui avaient été envoyés par l'empereur de l'Empire romain d'Orient, avaient été envoyés en Russie pour les christianiser. Et les saints Cyril et Méthode ont inventé un langage, c'est le caractère cyrillique, ont inventé un caractère pour traduire les évangiles du grec en russe. Alors là, l'importance de cet impérialisme linguistique qui s'est imposé en Russie, c'est celle qui a permis à la Russie par exemple, Ivan le Terrible, hein,
du grand-père d'Ivan d'ailleurs, qui avait bâti le Kremlin. Vous savez que le Kremlin a été terminé autour de 1487, construit par deux architectes italiens qui avaient été envoyés par Venise en Russie par, par le moyen du roi d'Hongrie pour construire une forteresse à Moscou, une forteresse chrétienne, évidemment, qui pouvait le défendre, pouvait défendre le christianisme. Dans ce cas-là, c'était le christianisme orthodoxe, et pouvoir défendre les premières dynasties russes occidentalisées des invasions des Mongols. Hein, vous savez, Gengis Khan, les autres qui régulièrement arrivaient en Russie et détruisaient tout. Donc, bon, ils ont envoyé, évidemment, des architectes qui venaient, comme d'habitude, de l'Italie. Un s'appelle Lombardo et l'autre, mais vous pouvez aller le voir. Donc, la Russie a été, déjà en 1500, le bastion avancé de la civilisation chrétienne et européenne. Quand je dis civilisation chrétienne, ça veut dire que le christianisme représente la technique, la culture, la façon de cultiver la terre, la façon de construire les premiers pas de l'industrie moderne. C'était sous l'égide, si vous voulez, du christianisme européen. D'accord? La Russie accède à ça et à partir de 1600, avec la dynastie Romanov, celle qui les bolcheviks mise en place dans les satanistes, n'est-ce pas, dans la Kabbale, pour détruire le christianisme. Hein, la dynastie Romanov a été exterminée en 1918, etc., etc. Mais à partir de 1600, quand le Kremlin c'est une forteresse, ça veut dire forteresse, hein, Kremlin, il y en a beaucoup aussi. Donc, on conquérit progressivement en 3 siècles. Regardez l'espace naturel asiatique. Ils sont arrivés jusqu'à Vladivostok. Et ils ont rencontré sur leur parcours les Chinois ou les Mongols. Ils les avaient déjà rencontrés, les Mongols, parce qu'ils s'étaient déplacés vers la Russie. Et les Mongols, après, ils étaient évidemment terminés si pas terminés, mais c'était effondré un peu ce système. Et puis on rencontrait les Mongols et les Chinois. Les Chinois ont toujours vu les Russes comme des Occidentaux. Vous savez, il y a en Russie, il y a un proverbe qui dit, hein, par rapport, et alors pour nous, occidentaux de l'Europe classique, les Russes, c'est déjà des orientaux, des gens de l'Est. Naturellement, pour des gens qui sont encore plus de l'Est, c'est-à-dire les Chinois, les Russes sont les représentants de l'Occident et de la culture occidentale et de la langue occidentale et de la religion occidentale et de la musique occidentale. Et l'on le voit dans la visite que Poutine fait, que pour lui faire hommage, les Chinois, qui confondent un peu tout, hein, mais vous voyez pas, les Chinois, c'est des gens de bonne volonté, mais sont dans le fond des grands commerçants. Mais en ayant une langue un peu hiéroglyphique, c'est-à-dire une langue qui ne leur permet pas la grande liberté de construction qu'est notre langue occidentale, les langues de romance, qui sont l'italien, l'espagnol, et avant les grecs et les latins, ils ont une langue qui ne leur permet pas d'arriver au fond des analyses d'eux-mêmes, autoconscience, et des autres. C'est la raison pour laquelle Xi Jinping et ses collègues ont dit qu'est-ce qu'on peut leur mettre comme musique pour leur faire hommage? On va leur mettre quelque chose d'accidentaux. Musique comme la rivière du pont de la rivière Kwai. C'est comme si lui avait offert de la coca, produit excellent, de l'excellence occidentale. Et ça montre que, exactement au contraire de ce qu'on dit, que la Russie a besoin de la Chine, si la Russie a besoin de la Chine, entre guillemets, parce que tout le monde a besoin de tout le monde, hein, soyons clairs. Le monde est un organisme interdépendant. Tout le monde. Ça n'existe pas. Les divisions qui sont mises dans le mainstream pour montrer, c'est pour faire peur aux gens, pour justifier que le pétrole augmente, parce qu'il y a la guerre. Il y a la guerre entre l'Iran, l'Amérique, l'Israël. Ah bon, Israël, c'est le maximum, c'est les summum de la capacité de montrer
Il y a le danger de la Troisième Guerre mondiale parce que eux, soi-disant, les Israéliens ont aussi, et là ça me fait marrer, ça me fait marrer en général, qu'ils ont la bombe atomique, mais comme ça me fait marrer que les Chinois ont la bombe atomique, mais comme ça me fait marrer aussi que les Américains ont la bombe atomique. Mais ça, c'est un autre discours que j'ai fait au début des mois de janvier. Mais ne tombez pas, il ne faut pas, pour lire vraiment la vraie histoire, les Chinois ont besoin psychologiquement, culturellement, moralement, la Russie, c'est leur frère majeur, plus que ça. Vous savez, le Parti communiste chinois, je l'ai déjà dit, a été fondé à Shanghai en 1921, d'ailleurs, dans la délégation française. La France a toujours une très grande importance. La France, l'Europe, c'est un pays, les pays qui comptent, c'est l'Europe. Hein. L'Europe, l'Angleterre, pour les raisons que nous savons, parce qu'elle a la City, parce que nos amis, les Israélites, ont un pouvoir extraordinaire. L'Amérique, c'est une dépendance, un appendice de l'Europe, etc. Mais les Chinois, il suffit de les regarder dans les yeux, il suffit de les regarder, par exemple, malheureusement, on n'a pas vu dans la vidéo le regard de Xi Jinping. Je vous signale que Xi Jinping n'a pas fait son service militaire. D'ailleurs, il n'y a pas un chef d'État qui a été nommé après 1995 dans le monde entier, hein, qui a pas fait, qui a fait son service militaire. Il n'y a pas un qui a passé, à commencer par Macron, à commencer par tous les présidents américains, Trump non plus, Xi Jinping non plus. Qui est-ce que, ah si, Netanyahu, il a fait son service militaire parce qu'en Amérique, en Israël, le service militaire, c'est un peu comme en Suisse, il est obligatoire pour tout le monde, donc comme il n'a pas évidemment fait un service militaire actif et dangereux parce que l'armée israélienne, comme vous le savez, normalement n'a jamais fait une guerre dans les règles, c'est-à-dire avec en face des ennemis qui tirent eux aussi. Les Israéliens ont toujours fait gaffe à faire de la guerre avec des moyens techniques énormes mis à disposition contre des gens inermes pratiquement, sans qu'ils aillent quoi que ce soit pour se défendre. Donc, faire le service militaire en Israël, ce n'est pas faire comme quelqu'un qui a fait le service militaire avec des gens en face. Il y avait certains qui disent la guerre. De Gaulle disait d'ailleurs, pour les gens qui aiment De Gaulle, hein, il disait, vous savez, la guerre, c'est comme à la chasse. La différence, c'est que les gibiers en face tirent lui aussi. Bon, les Israéliens ont pris ça à la lettre, mais ils ont choisi un gibier en face qui ne tire pas parce qu'il n'a rien. Donc, fermons la parenthèse et revenons au fait que donc la Chine, qui est tellement grande, tellement importante pour son rôle de productrice industrielle mondiale, et qui d'ailleurs absorbe actuellement les 30% de l'exportation de pétrole russe, est un pays qui a besoin, parce que psychologiquement, moralement, culturellement, de l'Occident. Elle ne peut rien faire, elle est très capable de copier, mais l'Occident est le premier pays occidental qu'elle rencontre dans son histoire. C'est la Russie, qui pour les Chinois, c'est des pays occidentaux, un pays occidentaux. Donc, alors, et réfléchissez à ça. Je vous tranquillise aussi parce que toutes les actions, même la visite de Poutine, qui ne sait pas jusqu'au fond la raison de cette visite triangulaire faite avec Trump, parce que ne croyez pas que les hommes politiques soient au courant. Ils les choisissent normalement très ignorants, hein, parce que comme ça, les intellos, les intellectuels de l'État profond, qui ont entre 90 et 110 ans, peuvent leur transmettre et faire et les convaincre à faire des choses avec une certaine tranquillité. Quelqu'un qui manque de culture, manque de doutes, d'hésitation, il obéit aussi avec des systèmes de chantage, hein, en faisant débarquer dans l'île d'Epstein et prendre des photos et après faire des dossiers. Mais là, c'est un ensemble qui ça ne nous intéresse pas. Mais je vous montre la soumission psychologique de la Chine et le fait que, comme disait Marx, la bourgeoisie, donc notre civilisation occidentale chrétienne, hein, parce que sans la chrétienté, je vous montrerai la prochaine fois les rôles
de l'Église, dans la construction de ce monstrueux, si vous voulez, entre guillemets, système économico-spirituel occidental. Je vous montrerai donc, dit, la bourgeoisie a subordonné la campagne à la ville. Dans ce cas-là, on prend la Chine pour commodité. Les nations barbares aux nations barbares et demi-civilisées. On prend la Chine aussi, par exemple, ou l'Inde, si vous voulez aussi, aux nations civilisées, l'Occident. Et elle a subordonné les pays agricoles, qui étaient à l'époque, aux pays industriels, l'Orient à l'Occident. J'invite Eric a envoyé la vidéo dans laquelle, plus que la vidéo, c'était de la publicité. Si, une première publicité, une publicité de la Coca-Cola. Eric, si tu peux envoyer la pub de la Coca-Cola actuelle. Réfléchissons à ça un instant. Si on peut la voir tout entière, parce qu'aujourd'hui, je vois qu'il y a parfois quelques problèmes pour voir les vidéos. 妈，是儿子，你到了吗？还在巴黎。 Là aussi, 不 on 能 voit 回 pas 来 la 过 vidéo. 年了。 Elle est bloquée. 我们理解。 Aujourd'hui, on a du mal. C'est difficile, je vous l'assure, de faire une vidéo. 你们怎么会在这里？带着你回家过年呢。马上出发。谁要来点饺子？我要。儿子，你回来了！儿子，没有一种感觉马上回家。带我回家，欢欢喜喜过春节。Aujourd'hui, ça sera les perturbations atmosphériques ou peut-être les interférences de l'état profond qui dit on va déranger l'émission du professeur Nadalé parce qu'il va révéler toujours des choses qui ça nous gêne. Et on ne peut pas voir de vidéos, des bouges, on voit des images, comment dire, à mosaïque moi j'avais construit l'émission sur les images qui bougent. Eric, si tu peux envoyer la deuxième vidéo sur la coca, toujours en Chine, avec l'espoir. Peut-être moi je la vois pas et les spectateurs ils les voient peut-être, mais moi je la vois pas qui bouge. Si tu peux envoyer, Eric, la vidéo concernant ta deuxième publicité de la Coca-Cola pour montrer la totale soumission économique, culturelle et de la mentalité orientale chinoise dans ces cas-là à l'Occident européen ou américain. Est-ce que tu peux envoyer, Eric, la deuxième vidéo, s'il te plaît? Comme ça, je peux continuer à expliquer la raison pour laquelle, dans ces cas-là, je parlais de la diaspora. On est resté pour le moment sur la diaspora culturelle et économique. Et ça marche pas, on peut pas l'envoyer. Excusez-moi. Bon, bon, allez, si peut-être ça peut marcher. Allez, on va voir si on peut avoir la vidéo. C'est ça ici. 这是我们的，C'est ça ici. 准备！对不起，借过借过，对不起，借过。 Aïe, 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 là c'est... “嘿，够所有人喝的。” 这真是极好的。可口可乐台词屏，让分享更有趣。
Il y a, ok, t'as vu le micro, c'est bien. Alors, je vais vous la décrire, moi, si j'essaye de faire ça. Alors, dans la deuxième vidéo, on voit deux armées de l'époque moyenâgeuse chinoise qui sont en face, prêtes à faire une guerre au dernier guerrier survivant. Et dans le front, parmi les deux rangées de guerriers, il y a une machine distributeur de coca qui est prise d'une façon telle à faire un appel à le film du 2001, Odyssée dans l'espace, quand on voit le monolithe de Stanley Kubrick. Et c'est une publicité chinoise. Elle montre que les Chinois, il y a des intellectuels qui ont regardé des films de Kubrick, ou peut-être que les intellectuels occidentaux l'ont utilisé pour la coca, sûrement même. Donc, on voit la machine distributrice de coca, qui est comme un monolithe, et après, au milieu de ces guerriers, vous avez vu un jeune homme qui sort avec sa chemise carrée, qui s'approche à la machine distributrice de coca, tout en chinois, hein, tout est marqué tout en chinois, et qui retire une bouteille de coca, comme vous voyez, il boit. Et pendant qu'il boit, il y a une situation musicale, même s'il y a des l'Ave Maria de Schubert. Il y a même une citation musicale et religieuse de l'Ave Maria de Schubert, connue par tout le monde, qui est mise à disposition d'une grande masse chinoise à travers coca, qui montre que on entend, c'est dommage qu'on n'a pas vu dans la vidéo, on entend cette soupir de satisfaction et finalement il se regarde autour, ce jeune homme, avec un regard un peu, comment dire, mais vous êtes resté encore arriéré, les guerriers, il faut venir parce que il y en a pour tout le monde. Et donc les guerriers laissent tomber les armes, toutes les armures, ils s'approchent et ils prennent la coca dans cette machine qu'ils ont distribuée. On voit les généraux qui avant ils se regardaient un chien de faïence, qui boivent la coca tout en étant très contents, et les guerriers aussi. C'est comment dire, comme vous voyez, n'ayez pas peur de la Troisième Guerre mondiale. C'est fait que je dois tout inventer, moi, je dois décrire ce qu'on n'a pas vu. C'est pas facile, je vous l'assure. Hein. Et comment dire, ne craignez pas de la Troisième Guerre mondiale parce que l'important pour éviter les guerres et pour éviter la diaspora, parce qu'aujourd'hui, puisque la production est mondiale, est globalisée, comme Cocal dit, il y en a pour tout le monde, ou presque pour tout le monde. Il y en a encore certains pays qui ne sont pas assez satisfaits. Je ne sais pas, par exemple, les pays islamiques ou les pays africains qui vivent dans une situation qui ne peuvent pas se procurer toute l'abondance qui est mise à disposition en Occident, en Amérique, ou même là, en Russie, au moins dans les grandes villes russes, je les ai vues, dans les grandes villes russes, vous avez la même abondance que vous avez dans une autre ville, comme ça pouvait être Paris, Milan, vous avez toutes les mêmes choses. Et même à Pékin, je sais que je comprends, là, on voit qu'on met à disposition, ne vous inquiétez pas, ne vous alarmez pas, ne vous énervez pas, ne vous faites pas la guerre, n'est pas nécessaire. Nous sommes en mesure, notre système bourgeois de production industrielle mondiale, nous sommes en mesure de fournir la production de tout qui ne justifie à tout le monde, qui ne justifie plus des rancunes, des rages, comment dire, des prétentions de faire des révolutions contre les riches qui ont ce que les pauvres n'ont pas. Mais quand même, il y a un problème de fond. Il y a un problème de fond parce que si vous regardiez ces publicités ou si vous alliez en Chine, parce qu'il faut y aller, il faut voir dans les grandes villes ou dans toutes les grandes villes du pays islamique. Ne parlons pas après du reste du monde. La production industrielle est tellement forte, tellement immense, qu'elle est en mesure de mettre à disposition toutes les marchandises pour tout le monde, même pour l'Afrique. Là, c'est pour des questions d'organisation de vol de matières premières qu'on ne veut pas mettre à disposition des Africains les produits matériels, hein, parce qu'on a besoin de voler les terres rares et tout le reste en Afrique et de maintenir cette population dans cette situation d'instabilité et d'ignorance parce que Soros et ses amis du club sataniste ont besoin d'avoir cette population noire totalement turbulente, prête au terrorisme, prête à maintenir justement en Occident la peur de l'invasion noire islamique ou musulmane. En justifiant cette pression, si vous voulez, de peuples qui se déplacent, en réalité là,
les Africains ne font pas une diaspora comme c'était conçu la diaspora en avant. Là, c'est une diaspora organisée et, disons, d'une façon sovrastructurelle. J'espère que vous l'avez compris. Parce que l'Europe n'a pas besoin, par exemple, des soi-disant travailleurs noirs. Vous savez, quand les 14 millions d'Italiens ont émigré au début du siècle dernier et sont allés en Amérique, hein, ils sont allés travailler là-bas, comme les autres qui sont émigrés. Il y avait beaucoup de Polonais, il y avait beaucoup de Russes, il y avait des Allemands, mais il y avait beaucoup d'Européens qui étaient, comment dire, expulsés de l'Europe parce que l'Europe s'était modernisée du point de vue agricole et industriel. Et donc, le travail que les machines faisaient n'était plus à disposition d'une grande masse de population européenne. Donc là, c'était une immigration organisée en disant, nous prenons cette population et nous faisons une diaspora, si vous voulez, un exode, nous organisons un exode vers les pays, entre guillemets, en voie de développement. Au début du siècle 1900, l'Amérique était un pays en voie de développement, c'est-à-dire, le pays, c'était la Chine de l'époque. On exportait là-bas, tous les capitaux allaient à investir en Amérique, et on amenait les travailleurs conséquents qui travaillaient dans les nouvelles usines organisées selon la méthode de Ford, Taylor, et augmenter la production de manière époustouflante. Donc, à l'époque, au début du siècle 1900, et ensuite aussi, l'émigration, si vous voulez, cette diaspora organisée économiquement avait une fonction sociale, économique réelle. Les immigrés s'implantaient dans les nouveaux pays, créer des communautés parfois autonomes, si vous voulez, comme l'Italie ou les communautés anglaises ou irlandaises qui vivaient entre elles, mais ils coexistaient, cohabitaient en Amérique d'une façon parce qu'ils étaient insérés dans un système économique qui fonctionnait, d'accord? Et tout en prévision, hein, etc. Mais aujourd'hui, l'Afrique, toute l'immigration de l'Afrique est organisée uniquement et simplement pour donner les coups de grâce en faisant ce qu'on appelle certains complotistes, n'est-ce pas, appellent le grand remplacement, c'est-à-dire l'immigration des dizaines, des milliers, voire des millions de jeunes Africains en Occident, en, en Europe en particulier, qui n'ont rien à faire du point de vue non, occupationnel, c'est-à-dire il n'y a pas de travail pour eux. Et qu'est-ce qu'ils ont à enseigner? Peut-être ils ont enseigné effectivement une façon primitive et barbare d'avoir mal reçu en Afrique toute la surproduction industrielle et matérielle qu'on ne pouvait pas écouler du marché normal, on la voit en Afrique, exemple, les médicaments, tout ce qui est périmé, etc., on le voit en Afrique, etc., ou d'autres choses aussi. Et les Africains, on peut apprendre les faits, les résultats d'une, comment dire, d'une mauvaise interprétation d'un message construit exprès par notre citadelle sataniste de dire venez aller en Europe, parce qu'en Europe, ils sont riches, ils ont de la place, on va vous accueillir, bien ou mal, on vous donnera des allocations, on vous donnera quelque chose, mais vous bouleverserez complètement les systèmes de relations sociales. Ça, eux, ils ne le savent pas, mais la cabale sataniste, elle le sait très bien, Soros et compagnie. Pour faire quoi? Pour détruire, comme je le dis tout le temps, pour détruire le christianisme. Et en Italie, évidemment, des centres pour détruire le catholicisme. Nous, on n'a jamais compris, par exemple, la raison pour laquelle il y a maintenant quelques millions de, comment dire, des Africains qui arrivent en Italie. L'Italie, c'est le quatrième pays exportateur au monde, le quatrième. Il exporte toujours des produits de haute technologie. Et dans toutes les industries italiennes des hautes technologies, pour y travailler, il faut avoir un niveau professionnel, un niveau de préparation très, très, très haut. Très niveau, très haut. Hein. Donc, les Africains n'ont vraiment rien à voir. Les pauvres, ils sont là, ils font du travail comme ça, provisoire, cueillir des tomates, travailler un peu dans des chantiers, mais c'est juste pour justifier un peu, excusez-moi l'excursus aussi, je saute des coq à l'âne. Vous voyez, par exemple, quand il y avait les championnats du monde de football, le dernier qui avait été gagné par l'Italie en 2006, si vous regardiez à l'époque, l'équipe italienne, encore à l'époque, était toute blanche, tous des Italiens.
Ils étaient tous ceux qui avaient été élevés au catéchisme catholique. Ils avaient tout fait de l'université. C'était une équipe très intellectuelle. C'était l'unique équipe de tous les championnats du monde et européens aussi, où il n'y avait pas la présence de joueurs noirs. Et ça montrait effectivement que la présence des travailleurs noirs en Italie était superflue, n'était pas nécessaire. Mais la chose qui est, comment dire, symbolique pour l'Italie, qui est le centre de ce système, ça vaut aussi pour les autres pays, n'est-ce pas, européens. Toujours pour rester dans le domaine du football, l'évidence. L'évidence, c'est que la synagogue des Satans a cet grand privilège qui n'a pas peur du ridicule. Vous vous rappelez, vous pouvez voir encore que, par exemple, l'équipe de football française a toujours eu des difficultés à être distinguée quand elle fait des rencontres internationales, par exemple avec le Sénégal, pour savoir qui est l'équipe du Sénégal et qui est l'équipe française. Donc, c'est les maillots, heureusement, qui distinguent comme ça. Et c'est la même raison, excusez-moi un peu que je saute toujours de coq à l'âne, pour laquelle on se demande pour quelle raison en France et quelle est la justification de la présence de tant de personnes immigrées d'Afrique avec une économie française qui pratiquement est à genoux. Les fabriques, il y a des millions de chômeurs déjà français, déjà blancs, avec un seuil de pauvreté énorme, etc. Il y a une continuelle immigration et la même chose, je peux dire pour l'Angleterre. On pourrait dire la même chose pour l'Allemagne, d'ailleurs, qui a la présence de 12 millions de Turcs. Ça, c'est pour leurs histoires, que l'Allemagne a toujours eu des rapports très intenses avec la Turquie. Mais l'Allemagne, qui est soi-disant le troisième pays exportateur au monde, parce que le premier, c'est les États-Unis, le deuxième, c'est la Chine, toujours théoriquement. Le troisième, c'est l'Allemagne, qui a 80 millions d'habitants et 12 millions de Turcs. Et en Italie, nous avons 60 millions d'habitants et nous avons une industrie qui travaille pratiquement avec l'intelligence artificielle, c'est-à-dire avec la robotisation maximale et surtout avec des produits hyper sophistiqués, non seulement dans l'industrie, mais dans l'agriculture aussi. Entre parenthèses, je vous dis que nous, les Italiens, nous exportons des qualités spéciales produites par l'agriculture italienne de riz, nous l'exportons en Chine. Et je vous assure que la présence de toute cette population immigrée d'Afrique, malheureusement pour cette population qui est manipulée, qui est, comment dire, utilisée pour simplement créer des vrais problèmes raciaux, des tensions, des disgrégations de la société. Voilà, en Italie comme en Europe. Et c'est là, c'est une diaspora. Mais c'est une diaspora artificielle parce que les diasporas traditionnelles, comme je vous ai dit, hein, par exemple, je développerai ça la prochaine fois. Par exemple, le fait que la Grèce, et nous allons au IVe siècle avant Jésus-Christ, la Grèce classique, hein, qui avait vaincu les Persans et qui, après cette grande victoire, avait produit une explosion culturelle, économique, militaire extraordinaire, celle qu'on appelle la période classique grecque. Mais la Grèce était un tout petit espace. Et après, puisqu'elle ne pouvait pas continuer à se développer selon les principes précédents, elle a commencé à l'intérieur cette guerre civile. Une guerre civile qui a affaibli la Grèce et qui a fait prendre le pouvoir à un personnage comme Alexandre le Grand, qui a été capable d'organiser une diaspora pour donner du respire, de l'air, un nouveau souffle et exporter tout le savoir-faire, toute la culture, toute la technique militaire, toute la technique commerciale, productrice, artisanale, culturelle, linguistique, exporter cette culture qui risquait de mourir si elle restait confinée dans l'espace de la Grèce ancienne, elle l'a exporté dans tout l'Empire persan jusqu'en Inde, de l'Égypte en Inde. Ça, c'était une diaspora, si on veut, logique, intelligente, constructive et qui a posé les bases d'une future qui nous a menés jusqu'à aujourd'hui avec des convulsions, certainement sanguinaires, tristes, difficiles,
nous a amené à, entre guillemets, évangéliser le monde entier, dès la Chine de Xi Jinping qui met la rivière, la musique tombe sur la rivière Kwai, jusqu'en Argentine, jusqu'en Amérique, partout. La même vision et d'exporter la Coca-Cola de la même manière de la Chine à l'Iran, à l'Afrique, de la même qui est le symbole de cette nouvelle, ce nouveau écuménisme. Donc, le fait que le peuple israélite est séquestré pendant des dizaines d'années les mots diaspora. Diaspora, quand on dit diaspora, vous faites toujours exemple. Diaspora après la destruction du temple, 70 après Jésus-Christ. La diaspora après la révolte des Bétar, la révolte 135 après Jésus-Christ. Adrien détruit complètement la Palestine, c'est pas la détruit pas, mais chasse définitivement les Juifs qui font la diaspora. Mais vous savez, il y a deux types de diaspora. La diaspora qui amène des hommes, des idées, des marchandises, des langues, des religions et des cultures dans le monde qui se dispersent, comme je vous ai dit, par exemple, la Grèce, qui préparera la venue de Rome plus tard. Ça, c'est une diaspora positive, ou de toute façon constructive. Après, il y a cette diaspora juive. Vous savez que dans la religion, la culture juive, pour être juif, et ce n'est pas suffisant de croire à la religion juive, c'est-à-dire, par exemple, de croire que notre Seigneur Jésus-Christ est un imposteur. Donc, ça, c'est la base pour la religion juive. Mais pour être juif, il faut être deux mères juives et des grands-mères juives. Donc, la diaspora juive, pour essence profonde, exclut à l'origine le métissage non seulement physique, mais culturel et religieux avec les pays qui l'hébergent. Donc, effectivement, pendant 2000 ans, comme je vous ai déjà expliqué, les Juifs de la diaspora n'ont jamais fait en œuvre des, entre guillemets, civilisations. Leur culture est énorme, hein. C'est eux qui ont inventé, qui ont disons, fixer les bases avec les 10 commandements de notre religion chrétienne. Mais ils n'ont pas, dans leur diaspora, jamais où ils sont allés, ils ne se sont jamais inquiétés de propager leur culture. Ils sont restés fermés dans leur mentalité sectaire. Et donc, pour justifier tout ça, la culture talmudiste, hein, à, comment dire, réservé à très peu de personnes, même à l'intérieur de la communauté juive israélite. Hein, parce que, après, la prochaine fois, je vous expliquerai les rôles de la langue. Dans la communauté israélite en général, même celles qui, à travers la diaspora, étalée dans le monde entier, sont restées toujours fermées entre eux. Et à l'intérieur de la communauté juive, il y a comment dire, une communauté très restreinte des prêtres talmudistes. Prêtres, c'est pas le vrai mot, comme on dit, les intellectuels, les sacerdotes, ceux qui ont droit à connaître la langue hébraïque, à interpréter les textes et à les transmettre. Parce que la langue est une langue élitaire. Ce n'est pas comme les Grecs, ce n'est pas comme les Latins, ce n'est pas comme l'italien, ce n'est pas comme les Russes non plus, ce n'est pas comme l'espagnol. Ce sont des langues, on en parlera la prochaine fois, très faciles à apprendre et donc qui ont dans leur communauté une mentalité d'évangélisation, non seulement d'insertion, mais des discussions à l'intérieur de la communauté qui les accueille. Hein. Les 14 millions d'Italiens qui sont allés en Amérique, non seulement se sont insérés dans les grandes villes, et ils ont fait l'Italie, non, si c'était New York ou ailleurs, hein, mais ils sont devenus
italo-américains. Mais vous n'avez pas, par exemple, des communautés juives qui sont devenues juifs américains. Non, désolé. Ils parlent l'anglais parce qu'en connaissant, je vous l'ai déjà dit, et la langue l'hébreu, qui est difficile. Hein. Donc, pour eux, apprendre l'anglais, c'est très facile. Pour nous, les Italiens aussi. Pour des raisons différentes. Parce que nous, les Italiens, nous voulons communiquer avec les autres et transmettre notre savoir. Et aussi convaincre et transmettre notre religion catholique. Eh bien, les Juifs du monde entier n'ont jamais voulu transmettre leurs croyances et leur religion juive. D'ailleurs, parce que la rencontre était tellement difficile parce que pour être juif, il faut être des mères et des grands-mères juives. Il faut blasphémer tout le temps par rapport aux chrétiens parce qu'on dit que Jésus est un imposteur et fille d'une prostituée. Et donc, évidemment, faire des prosélytes, comment dire, faire des compagnons d'une religion comme ça, c'est assez difficile. Donc, leur diaspora, elle est restée, effectivement, la diaspora pure, nue et crue de cette époque d'il y a 2000 ans. Et pourquoi, et on en continuera à la prochaine émission si vous avez encore la patience et l'intérêt pour ce que je dis, que malheureusement ce n'est pas très gai, mais d'un côté aussi, c'est gai parce qu'il dit c'est l'ultime diaspora. Parce que cette fois-ci, il n'y a plus de peuple réel, des différences culturelles réelles, des différences religieuses, des différences de mentalité. Parce que tout le monde consomme les mêmes produits, tout le monde se comporte de la même manière. Il y a un risque. Là, il y a un risque. Il y a un risque de ce que j'ai appelé, moi, l'endogamie spirituelle. C'est-à-dire qu'à force de regarder la télévision, qui est partout la même, ça change simplement la langue, ou d'utiliser, la dernière mode, c'est l'IA, l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, c'est un peu le résultat final de son ancêtre, qui était l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert. C'est-à-dire fixer le peu de connaissances qu'on a dans des cadres bien restreints et vous ne pouvez pas sortir de là. C'est pas, comment dire, contredire la mentalité médicale qui dit que les vaccins étaient bien, qu'une maladie a un développement tel, n'importe dans quel lieu du monde elle se développe, n'importe avec quelle population. Effectivement, peut-être aujourd'hui, vu ce qu'on mange, qui est à peu près pareil partout, c'est peut-être que les pathologies sont les mêmes, si on veut. Mais du point de vue culturel et du point de vue spirituel, là, c'est très grave, parce qu'avant, les diasporas mélangeaient les cultures, les métissaient. Chacun pouvait apporter sa contribution, parfois d'une façon contradictoire, violente, mais c'était toujours constructif. Aujourd'hui, puisque c'est la globalisation de la culture et la globalisation de l'intelligence artificielle, ça peut se produire ce qui est les révolutionnaires de la Révolution française attribués aux vieilles dynasties aristocratiques qui disaient en se mariant toujours entre eux, leur sang s'est appauvri, donc leur patrimoine génétique s'est appauvri, leur intelligence s'est appauvrie. C'est bizarre parce qu'on pourrait attribuer la même analyse aux communautés hébraïques du monde entier parce que c'est depuis 2000 ans et se sont toujours mariés entre eux parce que pour être juif, non seulement il fallait croire que Jésus était un imposteur, mais il fallait être des mères et grand-mères juives à l'intérieur de cette communauté. Ça s'est produit une endogamie de sang, donc c'est-à-dire génétique vraiment. Mais là, nous sommes face à la dernière diaspora. La dernière diaspora est, comment dire, ça s'est produit après la Deuxième Guerre mondiale. Peut-être après la chute du mur de Berlin. Il y avait encore quelques différences dans les pays Est, Ouest, un peu. Mais aujourd'hui, il n'est plus possible de faire des diasporas. Il n'est plus possible de faire des diasporas intellectuellement, surtout aussi. C'est un grand handicap parce qu'effectivement, la civilisation mondiale risque de mourir pour autoconsomption ou pour appauvrissement total de la
comment dirais-je, de la capacité spirituelle d'évaluer. L'IA a, comment dire, encerclé dans un enclos, pire qu'un camp de concentration. Pire qu'un camp de concentration, parce que dans un camp de concentration, on peut évader, justement, on peut aller ailleurs, dehors, à travers la dernière diaspora, que c'est fini, la diaspora. On ne peut plus évader de l'intelligence artificielle, on est condamné à la endogamie spirituelle. Alors aujourd'hui, ça a été, je sais, très difficile et très dur pour moi aussi, parce que les vidéos n'ont pas marché. J'espère la prochaine fois de récupérer au moins une ou deux et d'en mettre d'autres qui marcheront. Et on va continuer avec l'histoire. On va commencer dans une période que j'aime beaucoup. C'est justement, si vous voulez, la préhistoire de la Grèce. La préhistoire à l'époque de l'Odyssée d'Homère, hein, où paradoxalement sont fixés les grains de toute notre évolution future. Mais c'est très beau de voir dans ce poème cette langue magnifique, la grecque, langue hyper démocratique dans le sens vrai du terme. Et nous reparcourrons toute la période de l'ancienne Grèce, à l'hellénisation, à l'Empire romain, l'Église, le rôle de l'Église, du latin, pour arriver jusqu'à nos jours. J'espère que j'aurai à disposition encore quelques vidéos un peu marrantes comme celle de Poutine et de Xi Jinping et la rivière et les ponts sur la rivière Courrières pour voir l'absurdité de cette endogamie mondiale. Je vous remercie pour votre attention et je vous donne rendez-vous pour une autre page d'histoire dans 2 semaines, jeudi, à 15h, comme d'habitude. Au revoir et bon après-midi.